L'air du temps, votre émission hebdomadaire sur e-radio. Ce dimanche 20 août 2023, les thèmes vont porter sur la grève de la faim comme arme de lutte politique. Le choix du candidat à Bénon va-t-il imploser la coalition? Les candidatures de l'opposition et l'éclatement de Yewwi vont-ils créer une surprise en 2024? Pourquoi le coup d'État au Niger divise la CEDEAO et l'Union africaine? Pour analyser toutes ces questions, L'air du temps reçoit ce dimanche 20 août 2023 de 10h à 11h Ousmane Sen, directeur du WARC, Centre Ouest africain de recherche, et Abdou Khadr Ndiaye, diplômé de l'école normale supérieure, titulaire d'un diplôme de master en politique publique, FASEC, diplômé d'un master 2 en aménagement du territoire, décentralisation et développement local, titulaire d'un certificat d'expertise en diplomatie et relations internationales, cabinet Africa Expertise, Burkina Faso. L'air du temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h sur e-radio avec Alassane Samba Diop. C'est dimanche et c'est l'air du temps. Et merci d'être à l'écoute de votre émission, de votre fidélité. Nous sommes donc le 20 août 2023. Nous sommes avec Ousmane Sen, directeur de WARC, Centre Ouest africain de recherche. Nous sommes aussi avec Abdou Khadr Ndiaye, qui est diplômé universitaire, master en aménagement du territoire, décentralisation et développement local, spécialiste de relations internationales. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Ousmane Sonko est en grève de la faim, ça fait bientôt plus de 2 semaines. Ses épouses ont fait une sortie médiatique pour demander à l'État du Sénégal, au président de la République Macky Sall, d'avoir un peu plus de pitié pour Ousmane Sonko. Donc, on a vu depuis lors cette grève de la faim qui a démarré. Ousmane Sen, la grève de la faim, est-ce qu'une arme politique de lutte? Oui, mais dans votre développement, vous avez utilisé un mot sur lequel je voudrais revenir. Demander au président d'avoir clémence ou pitié. Le mot la pitié, quand on fait marche arrière et on voit l'attitude de confrontation qu'avait Ousmane Sonko et de défiance par rapport aux institutions et par rapport au président de la République, le mot pitié est comme une sorte de cheveu dans la soupe. Je croyais que le gladiateur tiendrait jusqu'au bout, mais apparemment quand on parle de pitié, ça change les relations. Ceci étant dit, je crois que la grève de la faim peut avoir deux justifications. On fait une grève de la faim parce que quelque part on a l'impression, on a la conviction que quelque part un tort nous a été fait, et pour que ce tort-là soit réparé, on se lance dans une grève de la faim. Ou alors on se lance dans une grève de la faim, c'est une sorte de chantage. Si jamais je meurs, vous allez voir ce qui va se passer. Mais Alassane, pour moi, on aurait pu ne pas en arriver là. Et cela, il y a beaucoup de gens qui font appel à Ousmane Sonko en lui disant oui, mais les jeunes ont besoin de vous plus vivants que morts. Priez plutôt que de faire la grève de la faim. La grève de la faim, c'est un suicide et c'est condamné par la religion. Mais tout compte fait, je crois que là, on aurait pu ne pas en venir là. Moi, la trajectoire de Sonko, la manière dont je lis ça, c'est ceci. Il avait beaucoup de Sénégalais, en particulier les jeunes avec lui. Il fallait absolument faire un travail avec ces jeunes-là pour que tranquillement, ils puissent aller en campagne, ils puissent aller aux élections et gagner avec toutes ces personnes-là qui étaient derrière. Mais cette attitude de confrontation, de mortal combat, comme ils disent, je n'ai jamais vu ça au Sénégal. C'était vraiment l'une des rares fois où on voyait un parti politique et ses leaders qui étaient dans une situation de concertation, de confrontation aussi acerbe. Et finalement, au bout du compte, ce qui arrive, c'est eux qui ont fait le travail pour que ça arrive. Je crois que personne ne les a forcés. Ils auraient pu avoir des solutions ou des stratégies alternatives pour arriver au pouvoir, si tant est que l'accession au pouvoir était leur objectif. Et c'est leur objectif, puis c'est des politiques. Oui. Abdou Khadr Ndiaye, mais les gens semblent vouloir aller vers l'apaisement de la situation. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette invitation dans l'émission L'air du temps, une émission dominicale. Je remercie aussi au passage le professeur
M. Ousmane Sen, qui est une sommité de la culture américaine. Donc, pour cette question, je crois que d'abord, quand j'ai vu les époux de Ousmane Sonko demander la clémence au moment où leur mari avait clairement dit de façon claire aux Sénégalais, dans un langage de Koti Barma, Gatsa Gatsa. Donc je crois que face à un État, et il est clair qu'un État, soit il est fort, soit il est faible. Donc l'État a montré sa capacité, comme disait Yenelik, un des théoriciens du droit public, que l'État a la compétence de ses compétences. Maintenant, vouloir demander la clémence au moment où Ousmane Sonko est en fait placé sous mandat de dépôt pour des chefs d'inculpation dont nous connaissons effectivement c'est des faits parfois délictuels ou criminels. Et qu'il y a autant de Sénégalais, avant même l'arrestation de Ousmane Sonko, qui sont dans les prisons en attendant d'être jugés. De ce point de vue, le principe d'égalité des citoyens doit jouer son temps plein. Et ensuite, demander la clémence au moment où ils ont toujours dit que le président Macky Sall, c'est lui qui est derrière l'exécutif. Comment il peut effectivement revenir, les pardonner au moment où effectivement la justice n'a pas encore tranché de façon définitive. Parce qu'à l'état actuel de la situation, il est en détention. Cela signifie que soit il y a une option, le juge d'instruction ou bien le magistrat instructeur, soit deux possibilités. Il a déjà placé sous mandat de dépôt, c'est-à-dire continuer l'instruction. Une fois que l'instruction est clôturée, il y a deux voies. Prendre une ordonnance de renvoi ou une ordonnance de lire. Ça dépend des charges aussi. Oui. Mais est-ce qu'il y a la justice, il y a aussi le côté humain de la situation. Les dames, c'est des êtres humains qui sont sortis pour parler à leur mari, qu'ils ont vu dans une situation difficile. On se rappelle de la situation de député de l'IRA en Angleterre de Bobby Sands en 1981, qui a fini de façon dramatique. Oui, je crois que la justice, on en parle souvent au Sénégal, mais bon, il y a aussi les magistrats avec leurs ministres qui les défendaient. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que, enfin, moi je suis de ceux qui pensent que véritablement, cette justice-là, on la voue aux gémonies de manière excessive. On ne peut pas prendre toute une corporation et dire que rien ne marche dans cette corporation-là. C'est pas vrai. C'est des Sénégalais comme nous qui ont fait des études comme nous et qui ont des compétences comme nous et qui fonctionnent d'une certaine façon. J'ai entendu aussi parler de la séparation entre la justice et le pouvoir présidentiel. Je crois qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Il y a certainement des corps judiciaires dans certains pays qui ont beaucoup plus d'autonomie, mais séparés totalement n'existe nulle part, même dans les plus grandes démocraties. Maintenant, la justice a fait son travail. La justice a fait son travail. Je crois que ce qu'il faut, ce sera peut-être l'intervention d'une instance, peut-être qui a un niveau de décision, et c'est là où on invoque la pitié ou la clémence du chef de l'État. Mais je voudrais voir ça aussi comme une sorte d'ironie tragique, parce que le héros tragique, il est tout puissant, mais cette puissance qu'il croit avoir finalement finira par le défaire et il se trouve dans une situation d'incapacité ou d'impuissance presque totale. Et ce qui arrive à M. Sonko et avec les gens avec qui il se trouve. Je crois qu'il faudrait qu'on se dise que la justice a fait son travail en toute objectivité, d'autant plus qu'il y a eu dans ce processus-là quelque part où on attendait la justice, mais la justice a dit totalement quelque chose de contraire. Quand on a accusé Ousmane Sonko de viol, la justice a tiré une autre conclusion. Ce n'est pas un viol. Il y a eu certainement des rapports entre un aîné et quelqu'un ou quelqu'une de beaucoup plus jeune et ils ont qualifié ça, mais ils ont enlevé le viol. Je crois que ça, c'était peut-être dire le droit et je continue à croire que la justice au Sénégal, quand même, dit le droit pour la plupart des cas. Et la démonisation qu'on voudrait mettre sur la tête des juges, des magistrats, moi je voudrais faire exception peut-être à ça. Mais comment aujourd'hui gérer cette question très délicate? Parce qu'il y a des moments, si on est en grève de la faim, on continue à la poursuivre, ça peut attaquer les organes vitaux
de la personne et ça peut aller vers l'irréparable. Et ça aussi, le gouvernement doit gérer cette question. En fait, il faut comprendre que cette grève de la faim soit l'objectif c'est d'avoir une libération définitive ou bien d'avoir la clémence de l'autorité. Mais en réalité, il faut comprendre que c'est une décision personnelle et politique d'abord, la grève de la faim. Mais là aussi, quand le juge magistrat instructeur qui est indépendant, qui est différent du procureur, prend la décision de placer quelqu'un sous mandat de dépôt, mais il est libre. Personne ne peut imposer un juge, un magistrat instructeur, parce qu'il est indépendant. Il regarde des textes, parce que c'est une juridiction indépendante, en fait, le magistrat instructeur. Donc, on ne peut pas, certes, imposer à la magistrature, surtout la magistrature assise, les magistrats assis, que Ousmane Sonko soit libéré, parce que tout simplement, il y a une pression psychologique, morale, où on joue sur les sentiments pour qu'il soit libéré. Moi, je crois que ça ne pourrait pas prospérer, parce que la justice est comme ça, c'est dur, c'est la loi, mais il faut comprendre aussi quand Ousmane Sonko faisait des déclarations, il était indépendant, la responsabilité d'ailleurs elle est indépendante, la responsabilité pénale, à moins qu'on prouve le contraire, qu'on est complice ou qu'auteur d'une infraction. Maintenant, par rapport à cette situation, il faut comprendre que Ousmane Sonko a été poursuivi sur la base des chefs d'inculpation dont j'ai énuméré tout à l'heure, qui la plupart sont des faits criminels, donc la détention est limitée en matière criminelle, il n'y a pas de limite par rapport à ça. Donc si aujourd'hui, on a vu même dans l'histoire politique carcérale des prisonniers qui sont par la suite morts dans des conditions, mais on ne peut pas engager la responsabilité d'un État. Peut-être du point de vue psychologique, on pourrait le reprocher de n'importe quoi, mais encore faudrait-il qu'on prouve qu'en fait l'État est responsable. Parce qu'au regard de la Constitution sénégalaise, à ma connaissance, l'État, certes, à ce qu'on appelle la personne humaine, elle est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Mais une personne poursuivie, c'est autre chose. Parce qu'on n'est pas dans un autre cas de figure où, effectivement, on pourrait reprocher à l'État d'être trop sévère avec Ousmane Sonko. Et là aussi, il faut faire la séparation entre l'État, entre le président de la République qui est du côté de l'exécutif, le pouvoir judiciaire qui est indépendant, surtout un magistrat instructeur qui l'a placé sous mandat de dépôt. Et dans tout ça, quelle est la place de l'opinion? Ceux qui sont avec Ousmane Sonko, qui le supportent, qui sont avec lui, de nombreux jeunes, qui aujourd'hui, cette incarcération et cette grève de la faim a créé beaucoup d'émotions chez eux, beaucoup de réactions. Et ça peut aussi avoir un effet boomerang. Oui, ça doit faire une douche froide au niveau de tous ces jeunes-là qui voient leur leader en prison et qui voient leur leader dans un état qui pousse ses deux épouses à chercher la clémence du président de la République. Et mon cher collègue l'a bien dit, je crois que la justice a déjà fait son travail. Si maintenant il doit y avoir quelque chose qui doit être fait pour Ousmane Sonko, pour alléger ses souffrances, ce sera beaucoup plus une décision qui viendrait du pouvoir politique plutôt qu'autre chose. Alors ces jeunes-là doivent être certainement désemparés, mais je voudrais aussi que cette situation-là pousse les jeunes à réfléchir à une chose. Est-ce que notre stratégie derrière Ousmane Sonko a été la bonne? Cette stratégie de confrontation, cette stratégie de violence verbale et de violence physique, c'est-à-dire pratiquement dans toutes les activités, partout, sur tous les terrains, est-ce que c'est la meilleure stratégie? Parce qu'au fond, Alassane, moi je me pose une question. On a eu deux alternances, mais ces alternances n'ont pas été truquées. Abdou Diouf, il a perdu devant Abdoulaye Wade, mais Abdou Diouf ne voulait pas perdre. Abdou Diouf, en tant que président, aurait bien aimé à l'époque gagner et continuer à gouverner. Et il y a un cas plus typique encore, c'est le cas d'Abdoulaye Wade, puisque Abdoulaye Wade était dans une posture où il se disait « j'ai pas encore terminé avec mes projets et j'en ai de très importants que je voudrais achever ». Et il a voulu même négocier avec Macky Sall pour que Macky Sall lui laisse la place libre. Mais si ce gars-là perd alors qu'il était président de la République, alors qu'il contrôlait encore toutes les arcanes du pouvoir et qu'il puisse perdre,
ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui marche. Non, parce que on a à 2 reprises des situations où un président en exercice a perdu et est parti. Mais ça, donc, ça veut dire quelque part que le jeu politique au Sénégal peut se faire en se basant sur les urnes, parce que les urnes, c'est la vox populi, exprime la voix du peuple. Pourquoi ne pas prendre ce chemin-là plutôt que les chemins de la violence? Je crois que ça, c'est une leçon que la jeunesse apprendra avec cette situation-là. Et que non seulement les jeunes, mais aussi tout l'ensemble du peuple sénégalais, pour que quand même ce jeu politique au Sénégal qui nous pose tellement de problèmes puisse être, si vous voulez, un peu plus civilisé. Donc moi, ce que je voudrais que les jeunes retiennent, on peut faire de la politique, il faut faire de la politique, mais il y a des moyens et des stratégies pour faire de la politique qui n'ont rien à voir avec la confrontation physique, la confrontation verbal, le Mortal Kombat. Et ce combat-là, justement, pour montrer sa violence, il ne l'écrit pas avec un C, il l'écrit avec un K. Ça, c'est des choses qui devraient être de côté parce que ça n'a rien donné de positif à l'ex-PASTEF. Vous voyez, je dis ex-PASTEF puisque déjà, normalement, sur le plan juridique, ce parti-là n'existe plus alors que c'était un parti qui était bien, qui avait un bon départ. Voilà. Mais il y a eu quand même, Ousmane Sonko l'a dit, des entraves à sa façon de faire de la politique. On l'a accusé de viol, qui s'est mué au tribunal avec corruption de la jeunesse, qu'on a fait des complots contre lui, que tout était mis en place pour l'empêcher d'aller à l'élection présidentielle. Bon, en fait, Ousmane Sonko était dans une logique de confrontation. Il l'a dit et ensuite il l'a répété de façon intempestive. Oui, mais son parti dit que c'est en réaction par rapport aux entraves qu'on a mis sur sa route pour l'empêcher d'aller à la présidentielle. Mais on est libre. Vous savez qu'au Sénégal, à chaque fois qu'on a une opposition, au lieu d'être responsable, à chaque fois on attaque le régime non pas sur la base de programme ou sur la base d'une vision claire. Pour ces partisans, l'affaire Adji Sarr, c'était un complot parce que la justice a transformé ça en corruption de la jeunesse. Avant, on parlait de viol. Ensuite, il y a eu les entraves par rapport à la séquestration de son domicile pour l'empêcher de sortir et de parler à ses militants. Tous ces faits ont été mis sur la table. C'est-à-dire que beaucoup de Sénégalais ont d'abord dit que pourquoi Ousmane Sonko n'avait pas fait l'objet d'une arrestation, vu ses déclarations quelquefois incendiaires. Maintenant, moi, je crois que le débat ne se trouve pas en ces termes. Pourquoi? Je crois que quand un citoyen sénégalais porte plainte contre X ou Y, il a le droit à ce que sa cause soit entendue devant une instance juridictionnelle. Maintenant, tel est le cas dans l'affaire dont vous avez cité, que ce soit Adji Sarr ou avec Mame Mbaye Niang. Maintenant, tout est-il que la disqualification des faits, parce qu'on a parlé de viol pendant un bout de temps, et devant le juge a montré que moi je suis indépendant. Parce que c'est le procureur de la République qui avait accusé Ousmane Sonko, qui avait autrement dit poursuivi Ousmane Sonko, parce qu'au terme de l'article 32 du Code de procédure pénale, le procureur de la République reçoit les plaintes et la dénonciation est donne suite. Seul le procureur a l'opportunité de poursuite. Maintenant, le magistrat instructeur avait clairement clôturé le dossier lorsqu'il y a un jugement. C'est le juge qui a décidé en toute indépendance à ce que ces faits soient qualifiés de corruption de la jeunesse. Cela montre que notre justice est indépendante. Pourquoi le procureur la justice n'a pas suivi le réquisitoire du parquet, quelle que soit sa pertinence et quelle que soit aussi sa plausibilité. Cela prouve que nous avons une justice indépendante. Parce que là ça c'est une indépendance de la justice. Maintenant, peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement des instances juridictionnelles, ils peuvent effectivement tirer pour dire que, comment on peut à la limite dire qu'il n'y a pas de viol. Ousmane Sonko devait être quand même relaxé, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas une qualification retenue au final. Maintenant, il faut comprendre que la justice fonctionne comme ça. En tout cas, quoi qu'on puisse dire, on peut tout dire. Mais on comprend aussi la logique des opposants, ou bien on est dans le champ politique, la confrontation. C'est normal que ceux qui sont avec Ousmane Sonko puissent dire qu'en fait, on veut lui barrer la route pour une élection présidentielle. Maintenant, il faut comprendre que rien que les déclarations, parce que dans un état de droit aussi, il faut comprendre tout acte, quelle que soit sa nature, est de nature à engager la responsabilité d'une personne. L'acte peut être
un écrit, l'acte peut être des déclarations, l'acte aussi peut être des actes posés de façon matérielle. Donc rien que quand Ziguinchor, Ousmane Sonko a clairement dit que ce qu'il avait dit, les gens en ont fait une comparaison du temps d'Abdoulaye Wade. Mais je crois qu'à l'époque aussi, Macky Sall avait clairement dit que si le président Abdoulaye Wade tenterait de... Il a utilisé le mode conditionnel, et vous savez qu'est-ce que c'est, ça place le conditionnel dans la communication. Il avait utilisé ça à l'époque. C'est pour dire que c'est différent des déclarations de Macky Sall à l'époque, si vous le comparez aux déclarations faites par Ousmane Sonko récemment. Donc, de telles déclarations méritent à ce que Ousmane Sonko soit entendu, ne serait-ce que sur ce point de vue-là. Maintenant, on comprend aussi la logique de ses souteneurs, c'est normal, mais on aurait pu... moi, je m'inquiétais sur l'avenir de Ousmane Sonko, ça a fait presque 2 ans, parce que tout simplement, quand vous êtes entouré que des jeunes ou des personnes qui sont contemporains, vous ne pouvez pas avoir la matière, parce que ce que le vieux voit, ce que le jeune voit debout, le vieux le voit assis. Donc ça, il faut... Non, il n'est pas entouré que des jeunes, il y a comme des gens d'expérience qui sont avec lui. Expérience sur quel vécu et sur quel parcours et trajectoire. C'est-à-dire on peut avoir l'expérience universelle. Il y a les anciens de la gauche, les Majimbo, c'est des gens qui ont fait de la politique. Mais comparer ça... Aladien, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience. Ils se sont greffés derrière Ousmane Sonko récemment. Mais au début, nous voyons que... des jeunes qui sont derrière. C'est ce que vous voyez. Peut-être en sous-main, il y a des gens qui travaillent en souterrain. Bon, je le concède ça, mais en tout cas, en tout état de cause, moi, je n'ai jamais souhaité à ce que Ousmane Sonko puisse effectivement terminer dans une aventure alambiquée, parce que tout simplement, ne serait-ce que moi, je suis Sanarois comme lui, j'ai fait des études à l'UGB, bon, je connais, il y a toute une quand même solidarité, mais je comprends que quelque part, j'avais toujours alerté, même dans notre famille, il y a j'ai des parents qui soutiennent Ousmane Sonko. Mais n'empêche que j'ai toujours dit que s'il continue comme ça, soit. Mais quand vous dites en président de la République, je vais vous faire ceci, je vais vous faire cela, alors que vous ne détenez aucun moyen, à part que des jeunes qui vont brûler, incendier, insulter des universitaires, insulter toute une sommité. Moi, personne ne peut m'empêcher de dire ce que je pense pour le Sénégal, pour l'Afrique. Je rappelle que vous suivez l'air du temps, qui reçoit aujourd'hui Ousmane Sen, qui est directeur du WARC, Centre Ouest-Africain de Recherche, Abdou Khadre Ndiaye, diplômé de l'école normale supérieure, lettres, histoire, géographie, diplômé en master en politique publique et aussi en aménagement du territoire international. Ousmane Sen, on va vers le deuxième point de notre débat. L'alternance, la troisième, normalement, c'est dans 6 mois. Oui. On n'arrive pas à trouver des candidats aussi bien à Benno Bokk Yakaar, et ensuite au sein aussi de l'opposition, les choses ne sont pas très claires parce qu'il y a aussi des querelles entre Yewwi Askan Wi et Taxawu Dakar par rapport à la gestion des candidatures. Oui. Surtout au sein de Benno, où le président semble être rattrapé par son non-organisation de son parti, par le fait qu'il n'ait jamais choisi un dauphin dans son parti. Les choses semblent être compliquées. Oui, mais c'est ça la grande question avec Benno. Mais avant de parler à Benno, je voudrais tout juste faire une mise au point. Laquelle? En politique, les complots, c'est la norme. Je ne vais pas développer parce que vous m'avez posé une autre question, mais prétexter d'un complot pour faire ou ne pas faire, ça ne tient pas. Il n'y a aucun homme politique de grande envergure dans ce pays-là qui n'ait pas fait l'objet de complots. Dans tous les pays du monde. Il suffit tout simplement de savoir utiliser la bonne trajectoire qui est la bonne. Ceci étant dit, est-ce que, au niveau de Benno Bokk Yakaar, un choix n'a jamais été fait? Moi, ça jusqu'à présent, j'en doute. En tout cas, l'impression que ça donne, c'est que le président Macky Sall n'a pas préparé sa succession. Oui, c'est l'impression que ça donne. Et l'autre chose est que le président Macky Sall semble être contraint d'avoir abandonné son idée de troisième mandat. Oui, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. C'est que la réalité. Oui, enfin, je ne sais pas. C'est ce qu'on voit. Mais moi, je me suis toujours posé des questions par rapport à des faits antérieurs qui risquent de me pousser à conclure que, bon, peut-être au niveau du président, un choix avait été fait. Et ça, je fais cette lecture par rapport à son ancien premier ministre Boun Abdallah Dionne. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Boun Abdallah Dionne?
on dit fast track et on met Abdallah Dionne sur la touche. Alassane, tu le sais mieux que moi puisque tu es un journaliste. Est-ce que véritablement ça tient la route que le président dise ou qu'on fasse dire au président je veux un fast track et j'enlève Boun Abdallah Dionne? Dans quelle situation pourrions-nous imaginer Boun Abdallah Dionne en tant que Premier ministre faisant entrave à des décisions, à des projets ou à des desiderata du président de la République? Le fast track pour Macky Sall, ça devrait être plutôt Boun Abdallah Dionne qui épouse exactement, de manière parfaite, la vision du chef de l'État. Mais on l'a enlevé pour supprimer le poste de Premier ministre. Oui, mais avant de revenir en remettant encore le poste en place. Est-ce que ça ne montre pas une sorte de tâtonnement dans le choix, dans la façon de faire? J'en viens là. On l'a enlevé, on a ramené le poste, mais avec un autre Premier ministre. Il n'est pas revenu. Oui. Ça, c'est un. Il n'est pas revenu. Depuis que Boun Abdallah Dionne est sur la touche, on ne l'a jamais entendu avoir une attitude critique par rapport à quoi que ce soit. La question que je me pose, c'est pourquoi le président a-t-il senti le besoin de mettre à l'écart ou de protéger Boun Abdallah Dionne? Parce que finalement, la situation nous montre ceci. Avec tous les écarts qu'on a eus, avec tous les dérapages qu'on a eus dans ce pays-là, Boun Abdallah Dionne n'était pas là pour endosser la responsabilité en tant que Premier ministre. Et vous pensez que ça fait de lui un dauphin? Moi, jusqu'à preuve du contraire, je me dis quelque part, je soupçonne quelque part que le président ait préparé sa sortie depuis bien avant que même les gens commencent à lui dire partez. Et je me dis de ce point de vue que Boun Abdallah Dionne, s'il n'est pas malade, mais lui-même, il est venu dans les médias pour dire arrêtez de dire que je suis malade. Je ne suis pas malade. Et lui-même a accepté sa candidature à la candidature. Dans ces conditions, moi, ma lecture, c'est qu'en fait, ce remplacement-là, ou cette étape de passage du président à quelqu'un d'autre, il y a des choses qui se préparaient bien avant. Moi, c'est ma conviction. Vous partagez l'analyse de Ousmane Sène par rapport à cette affaire, ou bien ce n'est pas aujourd'hui une difficulté du président de faire le choix des candidats parce qu'il est entouré d'un Premier ministre qui a de l'envergure, aussi un ancien président de conseil, président du Conseil économique et social aussi qui a de l'envergure dans son parti, et qu'aussi il y a des histoires de partis qui se posent. En fait, c'est normal parce que Abdoulaye l'a toujours dit, dans un parti politique, en réalité, la personne centrale, c'est comme un baobab. Si le parti peut avoir cette évolution en dents de scie, on comprend ici aisément que en fait, la récente sortie d'Abdoulaye Boun Dionne est loin d'être fortuite. Il a fait une sortie qui, en fait, du point de vue du contenu, signifie quelque part, il a été quand même, entre guillemets, je dirais pas manipulé, mais c'est une voie autorisée. En plus aussi, le fait qu'on l'avait écarté à un moment donné, moi je l'ai vu 2 fois lors de l'anniversaire de l'indépendance du Sénégal, accompagné de Jean-Paul Dias. Je lui ai serré la main, il était tellement comme ça. Donc récemment aussi, je l'ai vu avec un blouson en train de faire du sport. Donc ça, c'est des éléments qui, en fait, me confortent l'idée selon laquelle, ou bien qui confortent les analyses du professeur Moussa Sène. Maintenant, il y a d'autres aussi barons de la paire, que ce soit Amadou Ba, il y a aussi un autre homme politique que vous connaissez, je crois, qui est l'actuel ministre de l'Industrie en charge du développement industriel, Moustapha Diop, qui a dit clairement au président de la République que, quel que soit Alpha, je serai candidat, et puisque que ce soit Amadou Ba, ils ne sont pas plus légitimes que ce soit les autres. Donc il a présenté sa candidature. Et déjà, il a commencé à sillonner avec son mouvement CAM, Convergence autour de Macky. Donc, il y a d'autres candidats, Mambo Yaou et autres là. Maintenant, quels que soient les cas de figure, Macky Sall sait choisir parce que c'est un homme politique qui connaît le Sénégal dans ses profondeurs. Mais Boun Abdallah Dionne, c'est un cas qui est là parce que tous ceux qui sont contre Amadou Ba sont prêts pour édulcorer la candidature de Boun Dionne. En tout cas, il a autant, puisque lui, il n'est pas trop politique, les gens, les autres candidats n'ont pas de suspicion pour
dire qu'une fois qu'il est élu, il n'y aura pas un problème de redistribution des cartes. Parce que la politique, parfois, c'est la jalousie aussi. C'est-à-dire que Amadou Ba, quelque part, son comportement n'inspire pas confiance aux souteneurs du président Macky Sall et ses alliés même. Mais en tout cas, le choix de Boun Abdallah Dionne, s'il est choisi, ce ne sera pas une surprise pour moi. Mais est-ce que le président, dans 6 mois, il n'est plus président de la République? En ce moment, on l'appelle un canard boiteux, comme aux États-Unis, quand il est au 2e mandat. Est-ce qu'il aura assez d'emprise et de décision pour imposer le candidat qu'il aura choisi? La preuve, pour le moment, personne ne bouge. Pour le moment, personne ne bouge. Tout le monde sait qu'il n'est pas candidat. Peut-être qu'ils attendent le moment où il fera le choix. Ils bougeront en ce moment-là. Oui, mais ça, en politique, c'est des choses qui sont prévisibles. Je crois que ça aurait été surprenant qu'il y ait une unanimité absolue autour d'un candidat que choisirait le président. Et que le président leur dise, donnez-moi la possibilité de choisir, et que tout le monde attende que le président les consulte. Je crois que ça aurait été une situation anormale. Que des sensibilités ou des velléités ou des ambitions se matérialisent, se mettent en place, c'est tout à fait normal. Mais je dis, moi, jusqu'à preuve du contraire, même ceux qui semblent les plus favoris, quelque part, ils ont un talon d'Achille que quelqu'un comme Boun n'a pas. On n'a qu'à faire le point de la situation. Mais Amadou Ba, sur le plan politique, il n'a pas fait plus que Boun. Boun a fait beaucoup plus que lui, puisque Boun a fait la campagne qui a conduit le président à son 2e mandat. Ba a beaucoup perdu à Dakar, entre autres. Aly Ngouille, il est sérieux, il est très sincère, mais à part le Dara et le Linguère, est-ce qu'au Sénégal, on le connaît bien? On le connaît autant qu'on connaît Boun Abdallah. Le 3e, Abdoulaye Diallo, il a aussi ce manque de visibilité au niveau du Sénégal et ce fait d'être accroché au Fouta. Macky Sall aussi est du Fouta. Ça, c'est un petit point qui peut lui desservir. Mais c'est tous les points qui sont des points importants. Alassane, et qu'on devrait avoir pour être le candidat idéal, mais Boun remporte ça de loin. J'ai fait même une sorte de répertoire sur 7 points. On n'a pas le temps pour développer, mais sur ces 7 points, Boun remporte pratiquement la majorité. Maintenant, est-ce que le président parviendra, une fois qu'il aura fait son choix, je n'ai pas dit qu'il a choisi Boun, je fais des spéculations. Une fois qu'il aura choisi et que les gens puissent se mettre derrière lui. Mais de tous ces 4-là, celui qui a le plus de chances que les gens s'alignent derrière lui, c'est Abdoulaye Dionne. C'est bon. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de surprise? Parce que les Sénégalais semblent être fatigués un peu des politiciens, parce que depuis 60 ans, c'est les mêmes discours qu'on nous tient dans ce pays, le développement, le pays est toujours dans la pauvreté. Le Sénégal continue toujours à avoir le kilo d'oignon à 1500 francs au marché parce que les surprises sont chères. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de surprise un Sénégalais qui n'a rien à voir avec la politique, qui sort de l'ordinaire, qui vient aujourd'hui comme à la Patrice Talon prendre le pays? Cela pourrait arriver parce que ça me rappelle les élections locales à Kaolack où il y a autant de responsables politiques face à Serigne Mboup qui étaient dans un mouvement. Donc, Kaolack fait partie des bastions électorales, à part Pikine et autres là. Donc, il faut comprendre qu'il peut y avoir des surprises, d'autant plus que la politique même révèle des surprises. Mais pour le choix dont il a fait état tout à l'heure, je crois que Boun Abdallah Dionne aussi est dans une logique. Parce que quelque part, Macky fera un choix réfléchi, mûri, un choix au moins consensuel. Je ne dirais pas à 100%. Parce que le choix consensuel, cela signifie qu'il y a autant de leaders, de responsables, d'alliés qui sont d'accord pour tel candidat. Ça, ce sera un choix consensuel. Ce ne sera pas aussi un choix affectif parce qu'il peut y avoir des personnes à qui vous avez cheminé ensemble, des gens, des responsables à qui vous avez fait la traversée du désert. Maintenant, la seule interrogation qu'il fallait poser, c'est avec tel candidat, est-ce que je pourrais remporter l'élection présidentielle? Moi, je crois que c'est la seule conditionnalité qu'on doit se poser. Maintenant, il y a d'autres candidats qui, même au sein de Benno Bokk Yakaar, qui, du point de vue de leur ancrage politique, du point de vue de leur maîtrise de l'électorat
le Sénégal dans ses profondeurs. Tout à l'heure, je vous ai cité le cas de Moustapha Diop. Donc, il peut y avoir des surprises. Ne serait-ce qu'il est en deçà de 50 ans. Là aussi, c'est un atout. Oui, mais Moustapha Diop, c'est Louga, hein, c'est à côté. Non, attends. Pas le Sénégal, il a partout des responsables politiques. Oui, et il a on un verra mouvement ça. qui sillonne Quand le parrainage viendra, quand le parrainage sera là, on verra qui pourra passer. Mais déjà, il y a de parrainage, ça dépend Voilà. aussi. Parrainage, parce que moi je crois que quelqu'un qui maîtrise les 45 départements du Sénégal, tu n'auras pas un problème de parrainage. Quelqu'un qui au moins a eu des maires, au minimum 20 ou 40 maires derrière vous, vous pouvez ne pas avoir. Si vous connaissez la politique, mais la politique aussi a ses propres réalités. Je suis d'accord. Bon. L'autre débat, c'est au sein de l'opposition. Il y a aujourd'hui des candidatures qui sont mises en avant, celle de Karim Wade, que Maître Moussa Diop a contesté en disant que Karim Wade, de fait sa nationalité, ne pourrait pas être candidat. Ça, c'est un débat qui va se poser. Les juristes vont nous éclairer par rapport à cela. Il y a Khalifa Sall, il y a d'autres candidats dans l'opposition aujourd'hui, avec Ousmane Sonko, qui encore conserve ce droit d'être candidat. Oui, il y a d'autres candidats que l'on voit. Oui, mais bon, c'est pas parce que vous avez la double nationalité que vous risquez d'avoir des problèmes. Dans ces conditions, vous reniez une des nationalités, c'est tout. Ça, c'est une possibilité. C'est pas aussi facile que ça. Hein, oui, je sais que c'est pas facile que ça. C'est pas aussi facile que ça. Mais on a des candidatures de ce genre-là. Même Khalifa Sall est candidat. Il y a d'autres candidats qui se présentent. Mais bon. Le profil vraiment qui frappe et qui marque n'est pas encore sorti. Enfin, ça aurait pu être Ousmane Sonko s'il n'y avait pas tous ces problèmes autour de lui. Véritablement, si Ousmane Sonko avait fait une trajectoire pacifique jusqu'à présent, vous commencez à faire des conjectures par rapport à celui qui va l'emporter. Vous ne pouvez pas faire l'économie de Ousmane Sonko. Mais il y a beaucoup de casseroles bruyantes et à la limite... violentes qui sont derrière lui. C'est bien dommage. Même s'il n'y va pas, si par extraordinaire la justice ou bien il fait qu'il ne puisse pas être candidat, est-ce qu'il ne peut pas faire élire quelqu'un? C'est pour ça que Khalifa Sall ne veut pas sortir de Tahaou. De Yao. Voilà, c'est pour ça que Khalifa Sall ne veut pas sortir de Yao. Parce que Yao, potentiellement, c'est des partis qui auraient pu voter pour Ousmane Sonko, ou alors, en tout cas, s'il y a un deuxième tour, auraient pu appeler à voter pour Ousmane Sonko. Si vous êtes là-dedans, vous n'avez pas intérêt à sortir, parce que demain, si vous avez besoin d'un deuxième tour, il y aura les gens vont se rallier autour de votre candidature. Pour le moment, il y a des candidatures qu'on peut envisager sérieusement. Mais il y a aussi d'autres candidatures de personnes qui sont particulièrement anonymes et invisibles, qui sont des candidatures peut-être fantaisistes. Mais que Khalifa Sall veuille l'être, on peut comprendre. Que Karim Wade aussi veuille venir avec tous ses problèmes, s'il arrive à régler ses problèmes, on peut le comprendre. Et que même au niveau, si vous voulez, de la coalition du président, même s'ils choisissaient quelqu'un et que les autres prétendants veuillent se présenter, ils ont une carrure quelque part qui peut justifier qu'ils se présentent. Mais ça, ce n'est pas le meilleur choix pour eux. S'ils veulent garder le pouvoir, ils ont intérêt à se rallier derrière un seul candidat, celui qui sera choisi, peut-être unanimement et consensuellement par le président de la République. Mais comme dans les autres élections, il y a des candidatures qui sont des candidatures fantaisistes et qui n'iront pas loin. S'ils peuvent se faire parrainer, parce que ça aussi le grand truc. C'est pour ça que le parrainage, ce n'est pas une mauvaise chose dans ce pays-là. Vous avez plus de 300 partis politiques. Comment 300 partis politiques peuvent briguer la présidentielle? Mais ça, on ne s'en sort pas. Il faudrait qu'il y ait quelque part des barrières qui puissent clarifier le débat pour que le jour du scrutin, on puisse avoir une situation contrôlable, lisible et visible. Oui, mais c'est la première fois au Sénégal qu'un président sortant n'est pas candidat. Est-ce que ce n'est pas l'élection la plus ouverte dans ce pays? Malgré les appareils qui sont là, qui se battent, est-ce qu'aujourd'hui, du point de vue de la population, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a 54% des Sénégalais souvent qui s'abstiennent, qui sont dans l'abstention, est-ce que cette fois-ci, il ne faut pas tenter de faire basculer les choses? En tout cas, d'après le professeur Ousmane Sène, en fait, il faut comprendre que sans Ousmane Sonko, l'opposition est, je dirais, est malmenée déjà.
Déjà, il y a un problème, autant que du côté de la mouvance présidentielle, il y a un problème de candidat unique pour l'instant. L'opposition aussi a, je veux dire, l'opposition avec Ousmane Sonko, le Yewwi Askan Wi, a des problèmes aussi pour avoir un candidat consensuel. Déjà, il y a eu des querelles internes, des guerres internes entre les partisans de Ousmane Sonko et ceux de Khalifa Sall avec l'actuel maire de Dakar. Mais est-ce qu'en ce moment, il ne peut pas y avoir de candidat surprise, Il peut y avoir d'inattendu? Si, parce que moi je crois que l'élection 2024 se joue entre, du côté de la jeunesse par exemple, le candidat qui présente l'offre politique le mieux adapté par rapport à la jeunesse et par rapport à un électorat silencieux dont vous avez fait état tout à l'heure, parce qu'au Sénégal, ceux qui parlent toujours dans les radios et télé, ceux qui sont de l'électorat alimentaire est différent de ceux qui sont actifs. C'est-à-dire que c'est des Sénégalais des électeurs qui regardent en fonction de la situation et qui votent pour X ou Y. Maintenant, il faut comprendre que l'élection, n'importe qui peut être président de la République parce que l'agenda n'est pas encore clair, que ce soit du côté de Yewwi Askan Wi et que ce soit du côté de la mouvance présidentielle. Donc aujourd'hui, on peut se trouver un candidat qui s'installe, qui fait sa campagne, qui n'a rien à voir avec les politiciens, qui a un discours de rupture et qui peut gagner cette élection. Oui, mais on ne l'a pas encore vu. On ne l'a pas encore vu. Ouais, on n'a pas encore vu. C'est pas impossible. Écoutez, je vais vous dire, personne n'aurait misé sur la possibilité que Macky Sall puisse se défaire de Abdoulaye Wade. Ça, ceux qui pouvaient miser là-dessus étaient très peu nombreux à l'époque. Donc, qu'il y ait un candidat qui soit un candidat libre, sans d'attache politique particulière, et qui ait un profil susceptible d'intéresser les Sénégalais, mais qui aussi derrière lui a toute une machinerie politique pour faire la campagne, ça c'est pas impossible. À la limite, on aurait même souhaité qu'un candidat comme ça puisse se manifester et que, bon, le président soit élu en dehors des quartiers politiques habituels. Je crois que ça, ce serait, je crois, un changement positif qui ferait avancer la démocratie au Sénégal de la même façon que la décision du président de la République a fait avancer la démocratie au Sénégal. Moi, c'est ce que je vois parce que il aura été le seul dont la troisième candidature pouvait laisser à discussion. Le fait qu'il dise « je ne suis plus candidat », les deux mandats sont inscrits à l'airain, je ne dis même pas offert, mais à l'airain dans la constitution du Sénégal. On a dépassé ce stade-là, on va vers autre chose. Un candidat indépendant qui puisse ravir la vedette à tous les candidats politiques et devenir président de la République, ce serait aussi une nouveauté au Sénégal qui ne ferait que faire avancer les choses. Et peut-être aussi, on aurait dans ces cas-là un président qui ne serait pas, si vous voulez, alourdi par les pesanteurs politiques et qui pourrait faire peut-être avancer le pays. Au Niger, c'est un coup d'État qui aujourd'hui continue à alimenter l'actualité. Le président de la transition a fait un discours en demandant dans ce discours-là qu'il y ait un dialogue national de 30 jours, ensuite à propos d'une transition de 3 ans. Et puis la CEDEAO et l'Union africaine ont du mal à s'entendre sur la posture qu'il faut avoir contre les putschistes. Bon, en fait, il faut comprendre que on est actuellement dans l'impasse parce qu'au regard de ce qui se passe au Niger, c'est regrettable. D'abord parce que le Niger est un pays du G5 Sahel. Comme le Sénégal n'est pas membre, mais le Sénégal a participé à hauteur de 1 milliard lors d'un sommet en Mauritanie. Maintenant, il faut comprendre que cet espace dont appartient le Niger, qui est un espace géographique où il y a la montée du fondamentalisme religieux, la France, certes, avait commencé à travailler dans le cadre d'un accord militaire. Au minimum, on a 1500 oui, est-ce que la proposition de la junte est une sortie de crise en demandant de faire un dialogue national de 30 jours et proposer une transition de 3 ans? Parce qu'on n'a pas encore réglé la question de l'autorité, parce qu'on est actuellement dans une autorité de fait, parce que la junte n'est pas reconnue au regard des instances internationales, que ce soit l'Union européenne, que ce soit la CEDEAO, vous avez parlé de l'UA. L'UA, c'est dans le cadre continental, mais la CEDEAO, c'est dans le cadre régional. Donc, il faut comprendre que de tout temps,
l'Union africaine a toujours, avec le Conseil de sécurité, le Conseil de paix et de sécurité, a toujours approuvé ou accepté ou édulcoré les décisions prises par la CEDEAO. Mais pour l'instant, l'Union africaine n'a pas encore donné feu vert à travers ce conseil-là dont j'ai fait état tout à l'heure, parce que le président en exercice de cette instance en matière de sécurité et de paix n'est pas toujours favorable à une intervention militaire. En plus, il a eu des réserves initiées par des États qui ne sont pas encore d'accord pour une intervention militaire. Des États qui appartiennent aux G5 Sahel et d'autres États qui appartiennent à d'autres sphères géographiques. Donc c'est là où il y a impasse. Mais attention, en tout état de cause aussi, cette impasse-là peut être surmontée parce que rien n'empêche. C'est-à-dire le fait que le Conseil de paix et de sécurité n'a pas donné l'aval à la CEDEAO peut effectivement passer à la vitesse supérieure. Ousmane Ça, il Sène, faut comprendre. Ouais. entre l'option d'un dialogue national de 30 jours et une transition de 3 ans et l'intervention militaire, quelle est la meilleure solution? Honnêtement, une intervention militaire n'est pas de nature à me rassurer. Parce que je ne voudrais pas qu'un seul Nigérien perde la vie avec cette situation. Remarquez, il y a eu une intervention militaire qui s'était adossée sur la CEDEAO. C'est quand il a fallu sortir Yaya Jammeh du palais présidentiel à Banjul. Ça a été réussi, mais ça c'était le fait du Sénégal. En fait, il y avait la robe ou l'équisson de la CEDEAO, mais pour ceux qui ont vu tout ce matériel militaire et tous ces soldats qui défilaient vers Banjul, c'était véritablement le Sénégal. Ça, ce serait la pire des solutions à mon avis, à moins que les gens puissent s'organiser de manière à intervenir sans faire couler le sang. Mais ça, c'est très difficile. Mais si le coup d'État est accepté de fait, que les militaires, ce qu'ils proposent est accepté, donc tous les militaires de la sous-région peuvent faire des coups d'État. Mais ce que je voudrais... Jusqu'au Bénin, jusqu'au Togo, les militaires peuvent prendre le pouvoir. C'est à ça que je voulais en venir. C'est pour ça que je ne comprends pas ceux qui sont là en train d'accuser la CEDEAO et presque de bénir les auteurs de ce coup d'État-là. Alassane, depuis que nous sommes indépendants, qu'on me cite un seul coup d'État, et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup, un seul coup d'État qui ait pu faire avancer n'importe lequel de nos pays. Et qu'on puisse dire, Alhamdoulilah, il fallait faire ce coup d'État. Comment c'est un seul? Il n'en existe pas. Un coup d'État ne se justifie jamais, jamais, jamais. C'est pas la meilleure façon de prendre le pouvoir, parce que prendre le pouvoir par la force. Je dis toujours que... Est-ce que c'est pas aussi l'échec des leaders de gouvernement dans la gestion de notre pays qui poussent les militaires à aller prendre le pouvoir? Parce que la corruption un peu partout, la gangrène, vous voyez les enfants africains prendre les bateaux, partir aujourd'hui, Barça, mourir par des milliers, parce qu'ils n'ont pas de travail chez eux. Oui, mais assurément, ça je n'en disconviens pas. Mais les gens oublient souvent que le processus de développement ne se fait pas en une journée, ne se fait pas en une nuit. Oui, mais il faut au moins commencer à travailler. Oui, il est vrai qu'en Afrique, nous n'avons pas été bénis par, si vous voulez, des leaders providentiel, mais il faut aussi regarder du côté du peuple qu'est-ce qu'on fait tous les jours. C'est très facile de dire les politiciens ont fait ceci, les politiciens n'ont pas fait cela. C'est très facile. Mais Alassane, à son propre niveau soi-même, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais dans tous les pays du monde, c'est comme l'élite qui monte la voie. Ça aussi c'est vrai. Alors, il faudrait que l'élite se présente de manière à ce que ceux qui sont derrière puissent les imiter, puissent en faire des modèles. Si c'est des contre-modèles, à partir de ce moment, ça crée les situations que nous connaissons. Est-ce que la malgouvernance en Afrique, la corruption, qui fait qu'aujourd'hui l'Afrique est très riche de ses ressources, mais qui sont très mal gérées, qui font qu'aujourd'hui que les militaires sont tentés de prendre le pouvoir en le justifiant pour des raisons sécuritaires, même si les militaires aussi, c'est souvent des civils en tenue? En fait, la malgouvernance ou une crise alimentaire ou la pauvreté peuvent être certes des sources de coups d'État. Mais le coup d'État perpétré au Niger me paraît infondé, injustifié, pour la seule et simple raison que les raisons avancées par la junte militaire au pouvoir ne sont pas fondées, parce qu'on parle de dégradation du tissu sécuritaire, alors que le Niger faisait partie du G5 Sahel. En fait, il y avait une
forme d'organisation pour lutter contre la montée du fondamentalisme religieux. Et de ce point de vue, il y a eu des avancées significatives. En matière aussi de gouvernance économique au Niger, au moment où je vous parle, les institutions internationales, que ce soit la FMI et la Banque mondiale, ont clairement dit que le Niger a fait des progressions. De ce point de vue, donc, les deux raisons. Mais est-ce que le Niger n'est pas un pays particulier dans le Sahel? Le Niger, c'est quand même Agadez où il y a la base des militaires américains. Le Niger, c'est 25% de l'uranium d'Agadez qui va dans les centrales nucléaires françaises. Bon, oui, d'accord. Le Niger est spécifique dans la sous-région. Oui, mais on est d'accord sur... Et que les Nigériens meurent de faim en alimentant l'énergie en France. Oui, tout ça, c'est des combats qu'il faut mener et il faut sortir du giron de la France. Si on n'est pas en train d'en sortir, parce que ça fait longtemps que je le dis, l'influence française en Afrique est en train de se dégrader de manière extraordinaire. Parce que l'influence, ça devrait être une influence mentale. Qui sait qui dans nos pays fonctionne à l'air français? Alassane, quand on était beaucoup plus jeune, vous vous rappelez la musique à laquelle on dansait? Est-ce qu'on fait ça toujours maintenant? C'est fini. Donc, le fait que la France doive être mise à l'écart, elle est en train d'être mise à l'écart. Mais il y a tout un système international qui est là, il faut le combattre, mais ça prend du temps. Moi, ma conclusion sur ce chapitre, Alassane, c'est que il nous faut trouver un moyen de régler nos problèmes par des voies démocratiques et que l'intrusion des militaires dans le jeu politique n'est pas une bonne chose. Hier, on célébrait les 10 ans de semaine de samedi de l'économie. C'était Samir Amin qui était à l'honneur, qui a démontré aujourd'hui comment le centre pille encore la périphérie. C'est toujours dans ces situations-là qu'on est, qui montrent que nos États continuent de piller par les puissances étrangères, le fait de la complicité aussi des fois de nos dirigeants et aussi des relais en interne. Merci infiniment à Ousmane Sen, directeur de WARC, Centre Ouest-Africain de Recherche. Merci à Abdou Khadr Ndiaye, qui est diplômé de l'École normale supérieure, lettres histoire, diplômé de master en politique publique et aussi en relations internationales. À la technique, Birane Cissé, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. Jarama Cheikh Anta Diop, liggéeyal na xeet we, ñu ngi déggalooy Cheikh, dañuy xeexal ñu lay xeex, jarul làkk Cheikh Anta Diop.